Quand Ged se réveille, il est dans un lit étranger. Il n'a plus de bâton, il n'a plus d'otak, il est tout à fait démuni. Et il va passer un premier temps comme ça dans une sorte de convalescence à repenser aux événements de la veille, à cette fuite face à l'ombre, à ce sauve qui peut, à cet acte presque lâche en réalité dans cette confrontation. Et il s'accuse d'autant plus qu'il a en face de lui ses mentors. Il y a la sorcière qui est là, il y a Ogion, il y a l'archemage Nemerlé. Ils sont tous là autour du lit et il observe en silence. Ils incarnent tout à fait sa culpabilité, sa honte, ses remords. Et il engage comme ça une discussion avec eux comme pour essayer de se justifier. Mais si je ne m'étais pas enfui, cette chose m'aurait prise, elle aurait produit un Gebet et on sait à quel point un Gebet, un magicien Gebet est dangereux. Un sorcier Gebet, c'est un instrument du mal et de la destruction. Donc je devais m'enfuir. Ces fantômes présents dans la pièce ne lui répondant pas, il ne peut que s'enfermer comme ça, dans ses justificatifs, et ne prend pas peut-être le temps d'analyser la situation, d'analyser ce qui s'est passé, ce que l'ombre a fait, c'est-à-dire déjà dire son nom, parce que ça, il n'arrivera pas à le résoudre, ça, comment cette ombre connaît son nom. Il ne fait pas le parallèle avec l'acte qui a eu lieu juste avant, sa confrontation avec le dragon, où lui a utilisé le nom du dragon pour le plier à sa volonté, pour l'amener à faire un marché. L'ombre a essayé quelque part d'utiliser la même tactique, utiliser le nom de Ged pour l'amener sur un terrain d'égalité et attaquer non plus le magicien, mais l'homme. Et ces petites pistes-là, et il y en aura d'autres, auraient pu mettre Ged sur la voie, mais il n'arrive pas encore à recoller tous les morceaux. Il a toujours l'esprit pris dans d'autres conflits. Ici, il s'est justifié face à ses maîtres, donc ce sont des conflits que lui-même fait naître en réalité. Ses maîtres, ses fantômes ne sont pas là, ne sont pas présents. Et on peut douter, parce que le lieu où il est maintenant, il est dans la tour du Terranon, il y a une ambiance, il y a une atmosphère un peu froide, un peu maléfique. Quelque chose comme ça qui, malgré le feu qu'il peut allumer dans les différentes cheminées, une atmosphère qui ne se réchauffe jamais vraiment. Donc quelque chose ici est à l'œuvre, peut-être pour l'affaiblir aussi, pour ne pas lui laisser le temps de réfléchir, pour l'accabler tout le temps, et l'amener à prendre une décision qui pourrait le perdre. Donc la première personne qu'il va rencontrer dans ces tours, c'est une dame magnifique, assez belle, du nom de Seret. C'est la dame de la tour de Terranon, et son mari, Lord Benderesk, vont tous les deux accueillir Ged, mais comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne lui demande ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fuyait, on dirait un invité, et qui est là pour passer un petit séjour, et que voilà, que les autres entretiennent de discussions tout à fait banales, sans jamais adresser sa situation. Et Ged, peut-être confus comme il est, se laisse aller, finalement, sans trop essayer de s'extraire de cette situation. Et donc cette jeune fille va aussi avoir une sorte de... Alors c'est pas du flirt forcément, mais elle est gentille avec Ged, elle est douce et aimable. Et donc il y a quelque chose comme ça qui le pousse à un peu baisser ses défenses aussi étrange qu'il la trouve. Elle est quand même un réconfort dans la situation, dans la solitude dans laquelle il est. Et pendant plusieurs jours comme ça, ils ne vont pas amener le sujet. Et petit à petit, c'est elle qui va lui parler d'un joyau qui est gardé dans la tour du Terranon, d'un trésor qui est précieusement conservé dans les salles profondes de la tour. Et elle demandera à Ged de la suivre, mais elle s'y prend un peu maladroitement. C'est-à-dire qu'elle aimerait que Ged amène le sujet. Elle essaie de ne pas trop montrer d'intérêt à amener Ged face à ce trésor, comme si la demande venait de lui. Mais elle se trahit un peu. Elle trahit un peu une excitation, un empressement qui met peut-être un peu Ged sur ses gardes. Quand il se présente dans cette pièce cachée, donc c'est une pièce finalement vide, elle lui dira juste, la vois-tu? Et là, Ged dans la pièce, ce qu'il y a à voir, ce n'est pas le contenu de la pièce, mais c'est la pièce en soi. C'est-à-dire qu'il y a une pierre, effectivement, parmi les pierres qui constituent le sol, du semble particulière. Et pourtant, elle est comme les autres, rugueuse, humide, une lourde pierre, prise dans un pavage informe, mais il sent le pouvoir venant de cette pierre. Et là, quand il le perçoit, il se sent malade, il se sent nauséeux. Il comprend que toute la tour a été construite autour de cette chose. Et que cette chose est très ancienne, car ce n'est pas qu'une pierre, quelque chose habite cette pierre, un esprit terrible. Et c'est ça le Terranon. Et si Seret pense que donc la tour est là pour protéger ce trésor, Ged lui cerne que c'est l'inverse, c'est pour l'emprisonner. C'est tout à fait l'inverse, c'est plutôt pour protéger l'extérieur de cette pierre et non pas protéger cette pierre d'une potentielle convoitise venant de l'extérieur. Et il saisit à ce moment-là aussi que Seret, que la jolie Seret, ne tente pas de le tromper. Elle y croit vraiment. Elle croit vraiment qu'elle tient là un trésor, qu'elle protège là un trésor, telle une pierre précieuse. Ged lui dira d'ailleurs, je ne vais pas parler à cette chose. Elle lui dira, mais pourquoi pas? Moi, je lui ai parlé, moi. Donc, avec une certaine légèreté, en fait, qui va effrayer Ged, qui se dit, mais elle ne se rend pas compte, en fait. C'est comme si elle jouait avec le feu. Et pour elle, non, c'est de la belle lumière, tout simplement. Donc, elle lui pose des questions, la pierre répond, mais c'est juste qu'elle n'a pas assez de pouvoir, assez de puissance en elle pour que la pierre puisse s'intéresser à la transformer plus avant. Elle la maintient déjà dans son service sans avoir besoin d'en faire plus. Ce qui intéresse la pierre, bien entendu, c'est Ged. Mais Ged ne parle pas à la pierre. Toutes les questions qu'il a au sujet de la pierre, il les pose très précisément à Seret. Donc, à aucun moment, il ne s'adresse directement à la pierre, ce qu'il pourrait faire, même sans la toucher. Il ne lui parle même pas, à plus forte raison que de la toucher d'ailleurs. Et Seret insiste, mais demande-lui, elle te répondra. Il dit, non, je n'ai pas de questions à lui poser en réalité. C'est là qu'elle se trahit. Elle lui dit, mais elle pourrait te dire comment vaincre ton ennemi. Ce qui veut dire qu'elle sait depuis le début ce qui a amené Ged ici. Mais Ged va rester sur son compte à soi. Et ça va un peu décevoir Seret. Elle ne comprendra pas. Pour elle, c'était athée qu'une telle proposition d'aide, de pouvoir, ne pouvait qu'être acceptée. Elle ne comprend donc pas les hésitations de Ged. Et Ged, lui, n'arrive pas à lui faire percevoir le danger de cette pierre par des sorts qu'il peut voir, des sorts de liage
recherche de cécité, de verrous. Et il la supplie presque de ne plus y toucher, de ne plus s'adresser à ces pierres. Et donc ils vont se quitter ce premier jour-là assez déçus. Ged croyant avoir peut-être heurté les sentiments de celle qui pensait l'aider, et elle ne comprenant pas, elle étant réellement confuse du choix de ce magicien, de son refus. Elle ne comprend pas qu'il ait pu décliner une telle offre. Le deuxième jour, quand Ged viendra à elle pour s'excuser, de l'avoir peut-être blessée, sans le vouloir, tout simplement, en essayant peut-être de la prévenir, c'est là qu'il lui dira, non mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez refusé, c'est parce qu'on n'est peut-être pas clair avec vous, on ne vous a pas clairement expliqué les choses, parce que Lord Benderesk, donc son mari, garde trop de secrets, moi je vais tout vous dire. Et elle est honnête, elle semble l'être en tout cas aux yeux de Ged. J'ai oublié de préciser que pendant tout ce temps-là, il y a quand même des serviteurs dans la tour. Il y a des serviteurs qui sont très clairement au service de Lord Benderesk et qu'ils croisent comme ça dans les couloirs, qui semblent garder on ne sait quoi. Est-ce qu'ils gardent Seret pour l'empêcher peut-être de fuir, ou est-ce qu'ils les gardent d'un danger extérieur, ce n'est pas très clair. Seret prendra Ged à part pour lui parler honnêtement, ou en tout cas pour lui partager ce qu'elle croit être la vérité. Elle lui dira qu'elle pense comprendre sa peur, c'est-à-dire qu'il y a différentes magies. Ged vient de Gaunt et à Gaunt, ils ont une compréhension de la magie et ailleurs, d'autres magies s'appliquent, d'autres pouvoirs sont à l'œuvre et il est assez commun qu'un magicien d'une contrée voit d'un mauvais œil ou voit comme de la sorcellerie obscure la magie d'autres lieux. Il y a du mépris ou des préjugés suivant le lieu d'origine des différentes magies. Là, il y a une magie obscure qui semble lui échapper, mais que ce n'est pas une magie malveillante, que ce n'est pas un pouvoir malveillant. Et il lui dit qu'un homme tel que lui, un homme aussi puissant que Sparrowhawk, n'a pas à craindre cette pierre. Tout au plus, cette pierre serait un serviteur du magicien. Et que la pierre l'a vu venir. C'est la pierre qui a annoncé la venue de son maître. C'est comme ça qu'elle a présenté Ged. Et c'est comme ça qu'ils sont mis à la recherche de Ged. C'est eux qui ont effectivement envoyé cet homme qui semble être un magicien sans en être un, cet homme sans bâton de magie. C'est un serviteur aussi de la pierre. Lui aussi, à un moment donné, a fait le choix de poser son bâton pour toucher la pierre. Et on se rappelle du visage un peu d'homme contrit, d'homme défait, d'esclave peut-être, que Ged a pu le lire. Donc ça annonce un peu la couleur quand même. Et donc la pierre, ça serait intéressée à Ged. À quel moment exactement? Sans doute au moment où Ged a invoqué l'ombre. Parce qu'on comprend bien que la pierre essaie de les tromper. La pierre veut soumettre Ged et non pas l'inverse. Et pourquoi Ged est un profil beaucoup plus intéressant que Lord Benderesk ou que Seret ou que ce magicien qui a flanché? Mais tout simplement parce que Ged a déjà le pouvoir d'ouvrir ces portes interdites par lesquelles l'ombre est passée. Et donc cette entité contenue, donc cette entité qui est bien maléfique, enfin ça dépend de la définition qu'on pourrait donner à maléfique, mais en tout cas qui ne sert que ses propres desseins, trouverait en Ged un serviteur inespéré. Mais Seret insiste, elle continue à lui vendre la pierre, vous aurez accès à des pouvoirs extraordinaires, vous pourrez même plier l'archimage de Rook à votre volonté, vous serez le plus puissant des hommes. Mais ça ne tente toujours pas Ged. Et elle l'atteint par un argument qui nous fait penser un peu au dragon. Elle le touche à un point de sensibilité en ce moment pour Ged, qui est cette menace qui le suit partout. Il lui dit, cette pierre pourrait vous aider à défaire cette ombre, car seule l'ombre peut combattre l'ombre. Vous avez bien vu que votre lumière ne suffit plus. Donc mettez la lumière de côté et asservissez cette ombre. Et Ged lui dira, je n'ai pas besoin d'ombre, je veux juste le nom de cette chose qui me suit. Et Seret lui dira, mais justement la pierre pourra vous dire le nom de cette ombre. Et là ça devient très tentant, donc là on voit que Ged est sur le point de flancher. Tout dans sa posture, il a de moins en moins de contre-arguments. Il finit comme ça petit à petit par se laisser convaincre par les arguments de Seret qu'il ne contredit pas réellement. Il est plus dans une posture où il pose des questions, il complète ses propositions par de nouvelles questions à chaque fois. Et à chaque fois, elle a la réponse toute faite. Donc il est en train de se laisser convaincre. Jusque-là, il ne la contredit pas. Le Terranon qui connaît toutes les naissances et les morts et les êtres avant et après la mort, les non-nés et les immortels, le monde lumineux et le monde sombre, vous dira ce nom. Et la dernière question que Ged pose, c'est « et le prix ?» Quel serait le prix à payer? On voit bien qu'il est en train d'accepter. Il n'accepte pas concrètement, mais il est en train comme ça de feuilleter un peu plus le contrat. Non pas pour le signer tout de suite, mais il ne le rejette pas complètement. Il veut juste un peu plus de précision. Et il lui dirait il n'y a pas de prix à payer, que la pierre sera son serviteur. Donc à partir de ce moment-là, qu'il n'y a rien à craindre. Et Ged est complètement confus. Trop d'informations, une tentation quand même indéniable, c'est-à-dire celle d'être enfin libéré. Pour un homme qui est esclave depuis qu'il a quitté l'île, parce que quelque part il est la chose de l'ombre, il ne fait que courir pour fuir cette ombre. Donc elle décide un peu de sa destinée, donc il n'est pas libre en réalité. Là, on lui propose enfin la liberté, c'est quelque chose de très difficile à rejeter. Et surtout quand on lui dit qu'il n'y a pas de prix à payer, on a envie de le signer ce contrat d'assurance quand même. Et là, ce qui va le sauver, c'est qu'il va juste se reculer, simple réflexe, parce qu'il n'a pas réalisé que la pièce devenait de plus en plus sombre. En réalité, le discours de Seret était sans doute appuyé par la magie, par le pouvoir de la pierre, qui commençait comme ça à se répandre dans la pièce. Il était de plus en plus plongé dans l'obscurité, de plus en plus accablé par ses idées, par cette défaite qu'il a subie, par peut-être son aspect démuni face à cette menace qui le poursuit. Et donc en fait, en prenant un recul vers la porte, il va apercevoir Benderesk, Lord Benderesk, qui était là, au seuil de la porte, en train de sourire, en train d'attendre, presque en se frottant les mains. Ce qui est quand même pathétique venant de la part du Seigneur des lieux, c'est-à-dire qu'il sait ce qu'il en est vraiment, contrairement à Seret, il sait ce qu'il en est de ces pierres, il sait ce qu'elle compte faire de Ged, il a hâte qu'il accepte et qu'il touche la pierre, mais il est tellement émoustillé à l'idée d'avoir ce Ged comme serviteur, donc serviteur de la pierre, donc serviteur pour lui aussi, parce qu'il se dit maître du Terranon, qu'il n'a pu s'empêcher de descendre, de se mettre à la porte et d'écouter comme une vulgaire mégère, écoutant aux portes. Et quand Ged voit ça, tout d'un coup il comprend. Il a comme un retour à la lumière, comme si la lumière se faisait, mais en même temps ses mots font aussi lumière, car il va hurler, c'est la lumière qui vient de l'obscurité, la lumière, non pas l'ombre.
L'ombre ne devrait pas dicter sa volonté, comme elle a pu le faire jusqu'à là, justement, en le poussant à fuir, en le poussant comme ça à fuir toujours vers l'avant. Il aura une intuition ici qui sera salvatrice. Opter de combattre l'ombre par l'ombre, c'est quelque part laisser l'ombre aussi dicter sa volonté. Donc c'est une défaite avant même d'avoir commencé ce combat. En disant c'est la lumière qui vainc l'obscurité, là tout d'un coup ses propres paroles illuminent la situation à ses yeux. Là il comprend tout, là tout devient clair. Il comprend qu'ils ne l'ont pas sauvé de l'ombre, mais qu'ils l'ont en quelque sorte gardé au frais. Leur véritable stratégie c'était d'attendre qu'il touche la pierre, il lui aurait juste parlé, touché, posé une question, qu'il se serait perdu. Il aurait ouvert une porte d'entrée à la pierre et elle l'aurait soumis. Et en le soumettant, seulement après l'avoir soumis, ils auraient ouvert les portes de la tour et auraient laissé entrer l'ombre. Parce qu'un magicien serviteur c'est bien, mais un magicien guébet serviteur c'est encore mieux. En termes de potentiel de nuisance, c'est exactement ce que voulait la pierre. Donc juste en sorte d'appât. Mais vu qu'il n'a pas flanché, il a vacillé un peu mais il n'a pas flanché, donc la pierre n'a toujours pas de prise sur lui. Ça, Lord Bendaresk le comprend bien et donc ça le met hors de lui. Et donc là il fait irruption dans la pièce, non pas en s'en prenant à Ged, mais en s'en prenant à sa femme Sereth. Ça fait penser un peu à ces lâches là, qui vont forcément s'en prendre à plus faible que soi pour passer leur nerf. T'as cru que t'allais nous manipuler tous les deux, t'as voulu donc que ce magicien se mette à ton service pour qu'ensuite tu te retournes contre nous. C'est qu'une accusation peut-être qui ne correspond pas à la situation là, mais bon, pourquoi pas. Il ne lui en veut pas d'avoir échoué, il lui en veut d'avoir voulu les asservir tous les deux. Or, la compréhension qu'on a de Sereth jusque-là, c'est que très clairement, elle croit effectivement que Ged sera puissant, mais elle ne pense pas le tromper avec la pierre. Elle croit effectivement que ce sera un homme très puissant, mais que quelque part, ce serait sa libération aussi à elle. C'est-à-dire qu'avec Ged, elle pourrait peut-être diriger, prendre le pouvoir aussi, en sa compagnie. Mais le magicien, lui, avait très bien compris ce que Ged allait devenir pour la pierre. Et donc, il se met en colère parce que sa femme a échoué, que Ged n'accepte pas. Et là, dans sa colère, il commence à la transformer. Il commence donc apparemment, donc c'est aussi un sorcier, donc commence à lancer un sort de transformation. Donc sur l'épouse déloyale, j'aime bien le début du sort, c'est Ekravro, aïe, Olwatar, quelque chose comme ça. À peine commencé à énoncer l'incantation que Sereth se replie, donc terrorisée dans un coin de la pièce, parce qu'elle comprend qu'il va la transformer en quelque chose d'assez horrible, assez immonde. Et en fait, c'est Ged qui l'arrête. Donc on rappelle que Ged n'a pas de bâton de magie, qu'il est dans un lieu étranger, certes, mais au-delà d'un lieu étranger dans lequel il n'a pas ses repères habituels, il est dans un lieu maléfique, dans le domaine de la pierre. Et malgré tout, dans ce lieu, il arrive quand même à imposer sa volonté au sorcier. Il arrive à le faire taire. Il prononce donc un sort de commande qui lui coupe la chic et le pétrifie quelque part. Donc en fait, le sorcier reste là, debout, mais complètement aveugle. Il ne voit plus ce qui se passe, il ne peut plus parler, mais on voit son visage qui bout de colère. Et donc là, Sereth décide de prendre la fuite. Si c'est le moment, sauf qu'il peut, elle prend Ged par le manche et elle l'entraîne vers la sortie. Et là, elle lui demande de trouver, s'il peut lui trouver la porte de sortie. Parce qu'elle est prise finalement, et c'est peut-être la conséquence aussi pour elle d'avoir parlé à la pierre, elle ne peut pas sortir de la tour. Elle ne peut pas voir la sortie. Mais Ged, qui n'y est pas soumis, lui, la voit comme en plein jour. En fait, il y a une porte par là, il suffit juste de passer par la porte. Donc voilà, elle est quand même prise dans un enchantement, on s'en rend compte. Et donc là, Ged, c'est ce qu'on comprend, était pour elle une porte de sortie. Qu'elle a vraiment cru qu'il avait peut-être le pouvoir de contenir la pierre et surtout de lui apporter non seulement sa libération, mais aussi peut-être le pouvoir qu'elle désirait. Et là, c'est assez drôle parce qu'au moment de sortir, ils vont quand même tomber sur des gardes qui vont essayer de les arrêter. Donc je rappelle que les gardes sont au service de Lord Bendaresk et elle va leur jeter un sort. Elle aussi sorcière, donc là elle la révèle finalement. Et Ged, ne comprenant pas le sort qu'elle a lancé, alors là, elle fait dans un langage qu'il ne connaît pas, mais un langage donc, qui invoque une magie qui leur est accessible sur cette terre-là, c'est tout à fait possible. Ces gardes vont se mettre à hurler de douleur et quand il lui demandera qu'est-ce que vous leur avez fait, elle leur dira j'ai fait couler du plomb chaud à travers la moelle de leurs os. C'est hyper spécifique quand même comme malédiction, donc je ne sais pas quelle est la phrase qui peut jeter un sort pareil, quoi. Faire couler du plomb chaud à travers la moelle des os. C'est tellement spécifique et cruel quand même, enfin, c'est fou. Voilà, cet obstacle est évacué, donc ils peuvent sortir et quand ils sortent, là déjà il se passe deux choses. Ged reconnaît enfin Sereth. C'est tout simplement la fille qu'il avait tentée à l'époque où il était sous la tutelle de Ogion, celle qu'il avait poussée comme ça à aller consulter le livre des morts. C'est tout simplement cette fille-là, la fille de l'enchanteresse. Mais il découvre aussi autre chose. Il découvre le corps sans vie, malheureusement, de Lothak, donc Hoeg, donc de son petit écureuil, mort comme ça, son petit corps noir sur de la neige. Et là, on ne doute pas que ça puisse être un acte de l'ombre. Finalement, on se rend compte que les plans de l'ombre ont toujours été déjoués par cette créature. Quand Ged a essayé de sauver Ios en pénétrant donc dans le royaume des morts, c'est le Lothak qui l'a réveillé. Quand Ged a failli s'endormir, en tout cas, se laisser emporter par l'hypnose du chemin en allant vers la tour, c'est l'écureuil, encore une fois, qui a frissonné, donc il l'a réveillé. Cette créature, c'est une épine dans le pied de l'ombre, si on veut. Quand l'occasion s'est présentée pour elle de s'en débarrasser, je pense qu'elle s'en est donnée à cœur joie. Et ça va mettre Ged en colère. Et cette colère fait qu'il en aura marre. Il en aura marre de fuir. C'est souvent une réaction que Ged a eue. On se rappelle dans le village quand enfin l'ombre s'est révélée, quand l'ombre a retrouvé sa piste, et qu'il s'est retrouvé tous les soirs comme ça à mettre la lumière chez lui à ne pas dormir. Cette situation, il ne l'a pas supportée très longtemps. Il déteste subir comme ça. Il déteste être un peu la victime. Donc à un moment donné, quand il se sent manipulé comme là, quand il sent qu'on l'a trompé, qu'on l'a attiré vers ses tours pour le piéger, en faire un esclave, il se rebelle. Il fait face et part à la confrontation. Malgré donc les appels de Sereth qui lui dit vite, il faut fuir parce que là, les gardes qu'on a vus c'était bien beau, mais la pierre, elle a elle aussi ses serviteurs et ils sont autrement plus terribles. Effectivement, les choses qui vont apparaître en haut de la tour, qui vont se mettre à hurler, ce sont des sortes de créatures impossibles, des sortes de créatures préhistoriques, peut-être datant de la création de la Terre, à l'époque de Sigoi, des choses impossibles. Et donc Sereth fait le choix de fuir, elle abandonne Ged, on se rend compte quand même que Sereth sauvera toujours sa peau, que là, quand le danger est concret, elle se
transforme, je crois qu'elle se transforme en oiseau, et elle se transforme en mouette et elle s'envole. Donc elle laisse Ged là, elle la laisse là, elle l'abandonne, elle est en panique totale, ça y est, maintenant qu'elle est sortie, donc on se rend compte à quel point elle voulait peut-être sauver sa peau, elle se barre en s'envolant et abandonne Ged là, elle ne fait pas face avec lui. C'est important ça, je pense, pour comprendre qu'elle a toujours servi ses intérêts et que son attachement à Ged, même s'il était peut-être honnête, il passait après sa propre survie dans tous les cas. Ged, lui, décidera de faire face, donc il va prendre une herbe avec un sort, il va en faire une épée, il va commencer à se battre. Il y aura des serviteurs qui vont s'abattre sur lui et d'autres qui vont partir à la poursuite de la mouette. Il va arriver à défaire ceux qui l'attaquent, elles vont elles aussi partir à la poursuite de la mouette. Ged donc pourrait abandonner à ce moment-là, mais non, il va se transformer en faucon et il va lui aussi partir à la poursuite de ces créatures. Il n'arrivera malheureusement pas assez vite pour sauver Sareth. En fait, les créatures vont se jeter sur elle et vont la déchiqueter au-dessus de l'océan. Ils vont laisser son corps tomber dans l'eau, mais il va réussir à en blesser 2 ou 3 avant de lui aussi prendre son envol. Voilà comment il échappe à la tour, parce que les créatures ne vont pas pouvoir le poursuivre longtemps. Déjà qu'elles ont un vol qui est moins gracieux que celui du faucon, mais surtout qu'elles sont maintenues liées aux environs de la tour. Elles ne peuvent pas trop s'en éloigner, tout comme la pierre est maintenue en ce lieu. Et donc elles reviennent vers leur maître, et quelque part Sareth a fini par échapper à l'emprise de la tour. Ça lui aura juste coûté la vie. Et donc Ged part sous cette forme de faucon et le temps passe. Et quelques temps plus tard, on va se retrouver donc sur l'île de Realbi. On va retrouver un Ogion qui n'a pas trop changé, donc toujours aussi silencieux, c'est son nom, toujours aussi réservé et un peu troublé dernièrement. Donc les villageois alentour ont peu remarqué qu'il est un peu plus perdu dans ses pensées que d'habitude, comme s'il avait un pressentiment de quelque chose d'obscur en train d'arriver, d'un trouble dans la balance justement. Ce trouble vient sous la forme d'un faucon qu'il verra voler dans le ciel un jour au-dessus de lui. Il va tendre le bras, le faucon va se poser dessus et il aura un doute sur le moment. Il ne reconnaîtra pas ce faucon. Il dira: es-tu un messager ou es-tu le message? Mais à travers le regard du faucon, il a une compréhension s'établit. Il va se rendre donc dans sa demeure, va préparer un peu l'âtre, poser ce faucon dans la pièce, tourner le dos et prononcer le nom de Ged. Et effectivement, ce prénom, comme on le sait, Ged est tenu de reprendre sa forme initiale, sa forme vraie. Sauf que sa transformation en faucon a duré un long moment. C'est un faucon un peu hagard que Ogion a recueilli. Ses yeux semblaient un peu fous. Effectivement, c'était un faucon en fuite. Dans cette forme de rapace, finalement, Ged a pris la fuite sans fin, en volant tout le temps, toujours poursuivi par l'ombre, mais au moins il pouvait aller encore plus vite que vite. Ce n'est pas la solution qu'il a privilégiée au début. Quand il a dû se rendre à la tour de Terranon, il ne s'est pas transformé, parce qu'on se rappelle le danger de la transformation. Mais là, sous la colère dans son combat, il a pris cette forme, et cette forme lui permettant de fuir encore plus vite, encore plus loin dans les cieux, dans les airs, il l'a conservée. Mais il a failli se perdre. Et là, quand enfin il reprend une forme humaine, il est incapable de parler. Plusieurs jours passent avant que Ged ne puisse prononcer la moindre parole. Et Ogion lui laisse le temps. Il ne lui parle pas. Quand enfin Ged est capable de parler, il va raconter tout ce qui lui est arrivé à son maître. Et il lui explique clairement qu'il n'est pas venu là pour trouver un refuge. Mais il se rappelle tout simplement que Ogion avait défait cette ombre une première fois. Ce que Ogion contestera. Il dit: ah non, mon garçon, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ce que moi j'ai dissipé, c'était juste un prémisse d'une chose qui allait se mettre en place. Là, aujourd'hui, une ombre, une entité entière est présente dans notre réalité. Ce n'est plus du tout la même situation. Toutefois, quelque chose d'irlupine Ogion. Il y a plusieurs éléments qui ne font pas sens dans l'histoire. Ged lui dit: je n'ai aucune force face à cette chose. Sauf que là, les aventures de Ged face au dragon, Ged face au Lord Benderesk dans sa propre tour, Ged contre ces créatures de la pierre, montrent que si, cet homme a de la force, cet homme a une puissance plutôt respectable. Mais effectivement, cette force quand même ne rime à rien si en face, il n'arrive pas à avoir le nom de l'ombre. Et ça aussi, c'est un autre problème en fait. Comment l'ombre connaît le nom de Ged? Ged ne s'est pas arrêté pour lui dire. Et un autre problème qui se pose aussi, comment Ged pourrait faire pour mettre la main sur le nom de cette ombre? Parce que pour le coup, Ogion lui confirme, cette chose a un nom. Toutes les choses ont un nom. Ce qui n'était pas l'avis de l'archimage Genscher. Il est établi que dans ce monde, les magiciens ne sont pas tous d'accord. Il y a différentes écoles, différentes pensées, différentes compréhensions. Et que sur ce point-là, par exemple, on voit différentes postures. Ceux qui disent que la chose n'a pas de nom, ceux qui ne savent pas ce qu'est cette chose, ceux qui disent qu'ils peuvent révéler le nom de la chose, etc. Donc voilà, on a différentes approches, on a différentes compréhensions de la chose. En fait, ce que Ged est venu chercher, c'est une solution, quelque part, une idée, une aide finalement de son maître. Il le précise bien: je ne suis pas venu là pour chercher refuge, je ne vais pas ramener cette ombre chez vous, maître, ce n'est pas le but. Mais que dois-je faire? Avez-vous une idée au moins? Et fidèle au conseil d'Ogion, finalement, il n'aide pas là où on croit attendre de l'aide, il va proposer toujours autre chose. Donc il ne lui dit pas comment il pourrait trouver le nom de la chose, il ne lui dit pas comment la chose a pu trouver son nom, malgré le fait que lui a ce livre donc sur les morts, etc. Donc il a accès à ce livre que Ged n'a pas. Donc peut-être que dans ce livre, des solutions étaient disponibles. Mais non, en fait, pas ces solutions-là en tout cas. Il lui dit juste: ne te transforme plus. C'est très dangereux. En fait, il saisit la figure ici, peut-être, des actions de Ged et qu'elles sont toutes dictées finalement par l'ombre. Donc en fait, la première chose à faire, c'est peut-être de sortir de cela. Et ce que Ogion lui dira, il dira: je pense que la solution que j'ai pour toi ne va pas tout à fait plaire. Et Ged va le regarder en attendant cette solution, aussi difficile soit-elle. Il dira: je pense qu'il faut que tu te fasses demi-tour et que tu retournes vers l'ombre. Je pense qu'il faut que tu fasses demi-tour, que tu ailles vers cette chose. Parce que jusqu'à là, c'est elle qui a décidé où tu allais. Donc jusqu'à là, c'est elle qui te chasse. Il faut que tu sois le chasseur.
Et ça ne va pas. Ged cherchait, je pense, plutôt un endroit sûr où il pourrait se réfugier, se mettre à l'abri, en fait. Mais non, il y en a pas. En fait, même dans la mort, il n'est pas à l'abri de cette ombre. Donc là, ça va le faire paniquer, en fait. Il va faire demi-tour. Mais vous vous rendez compte, enfin, je l'ai déjà rencontré, j'ai perdu. Si je me retourne, je suis perdu, dira Ged. 2 fois déjà, il a confronté effectivement l'ombre, et pour lui, 2 fois, il a perdu. C'est pas qu'il a tout à fait perdu, mais elle ne l'a pas emporté, et lui ne s'est pas complètement débarrassé d'elle non plus. Lui, il le voit comme une défaite à chaque fois, mais non, il a survécu déjà à 3 reprises, si on veut, à une confrontation avec cette ombre. Mais lui, il ne voit pas l'extraordinaire là-dedans. Tout ce qu'il voit, c'est qu'à chaque fois, il a fallu qu'il se casse, en fait. Pour lui, la victoire ne passe que par la défaite de l'ombre, la dissipation totale de l'ombre. Et donc, tant qu'il n'a pas ça, pour lui, il est en train de perdre. Donc, encore une fois, il y a une lecture des choses qui n'est pas la bonne, et donc il le mène sur de mauvaises conclusions. Il ne voit pas le miracle dans ce qui s'est passé jusqu'à là. L'ombre n'a pas pu le saisir sur l'île, malgré la faible course qu'il avait. L'ombre n'a pas pu le saisir sur le muret, autour du muret de la mort, et là, ce sont les démonstrations de quelque chose qui est au-delà juste de la chance. Cette idée de Gyon, ces suggestions de Gyon qui consistent à faire demi-tour et à confronter l'ombre, maintenant à aller à sa rencontre, à précipiter ce que désire depuis le début l'ombre, pour lui, c'est sa perte assurée. Mais Gyon n'en dira pas plus réellement. Il lui dira juste, écoute, t'as perdu 2 fois, bah la 3e fois sera peut-être la bonne, qui sait. Donc il y a une légèreté comme ça dans le conseil de Gyon qui ne peut que le désemparer en fait. Il va s'asseoir pour réfléchir et Gyon va reprendre sa vie normale. Bon bah surveille le thé, j'arrive, je vais aller chercher des herbes, etc. Toujours dans cette placidité, j'ai envie de dire. Et laissant Ged comme ça dans ses pensées, Ged va réfléchir et pendant qu'il prend le temps de réfléchir, Gyon va s'atteler à lui sculpter un autre bâton justement de magicien. Il va vraiment prendre son temps, il va aller chercher le tronc qu'il faut, il va sculpter avec beaucoup de patience et en tissant comme ça des sorts autour du bois qu'il est en train de travailler pour enfin finalement offrir à son ancien disciple, enfin toujours son disciple d'ailleurs, ce bâton de magicien. Il dit disciple, mais il continue à croire, il continue à persévérer là-dedans en disant qu'un jour, Ged sera son maître. Ce que Ged est en train de vivre là, qui menace sa vie, n'est qu'une broutille en fait, mais son destin est tout tracé, il finira par être le maître des magiciens. Voilà. Ça aussi, ça peut en troubler plus d'un. Surtout quand on vient pour demander de l'aide, parce qu'on a un danger mortel là maintenant et que l'autre projette dans un futur rayonnant, victorieux, mais sans proposer de solution pour sortir du drame immédiat. Suite à toutes ces discussions, le lendemain, Ged s'en va. Avant même l'arrivée de Gyon, il prend son bâton d'if, il prend ses affaires, s'habille un peu plus sobrement et laisse un message comme ça à Gyon disant « Je pars chasser ». Alors à l'instar de sa stratégie vis-à-vis du dragon, il va vouloir confronter l'ombre sur les océans, sur la mer. C'est presque kamikaze comme mission. Ce qu'il se dit, c'est que déjà que l'ombre venant des terres obscures, des terres de la mort, où il n'y a ni rivière ni source, il n'y a pas d'eau dans ces terres-là, ce n'est pas son lieu de prédilection. Donc une façon peut-être pour lui comme ça d'affaiblir l'ombre dans un premier temps, et surtout, éventuellement si jamais dans cette confrontation il doit perdre, au moins il pourra peut-être plonger dans l'eau et emporter avec lui Gebeth et Ged vers la mort et espérer que les profondeurs de la mer pourront contenir cette créature. Et donc il est prêt à mourir finalement pour effacer cette erreur. Il va réussir donc à mettre la main sur un bateau, un vieux bateau qu'il va rafistoler du mieux qu'il peut, et en utilisant comme ça des sorts du maître Winky, faire souffler un vent donc pour l'amener au large. Il va partir donc comme ça à la recherche de l'ombre, mais l'ombre qui ne se présente pas. Mais il sait qu'elle n'est pas très loin. Ce n'est qu'au moment où il va l'invoquer qu'elle va apparaître. Parce qu'à un moment donné, peut-être lassé de cette recherche, il va hurler « Moi, Ged, j'invoque, j'appelle mon ombre ». En plein milieu de l'océan comme ça. Et là, il va voir effectivement au loin une petite hache qui va grossir, finalement jusqu'à être une présence obscure, une présence sombre, qui ne projette pas d'ombre d'ailleurs, mais qui est bien concrète, qui est bien présente sous ses yeux. Et là donc il y a un moment de stand-by où l'ombre est en face de lui, où lui et l'ombre se font face, et tout d'un coup, quand il va avoir l'idée d'aller vers elle, elle prend la fuite. Et là il est lui-même tout aussi surpris de cette réaction, qui va se mettre à la poursuivre. Donc il la poursuit, mais à travers un temps qui se gâte, de la brume qui se lève, et il va finir par s'échouer, par amener son bateau malheureusement sur des rochers, et en fait il s'est fait avoir par l'ombre. Et ça aussi, ce n'est pas sans nous rappeler la toute première astuce de Ged pour défaire les cargues, quand il avait utilisé donc le peu de connaissances qu'il avait pour faire lever une brume et protéger son village, et rusé donc pour défaire les cargues. Et là, l'ombre vient de faire exactement la même chose. On retrouve souvent dans les stratagèmes de l'ombre des choses que Ged a pu faire avant. Ça aussi, ça aurait pu le mettre un peu sur la piste. Donc Ged se noie presque, il finit comme ça sur une petite île qui n'est sur aucune carte, vraiment c'est très accidentel là, et sur cette île, il va quand même voir une fabrication, un semblant d'habitation, une sorte de cabane rudimentaire, où vivent un homme et une femme. C'est là qu'il va s'écrouler, quand même qu'il s'évanouit un premier temps, puis va tenter comme ça petit à petit de se refaire une santé. Il a un petit moment d'accalmie sur cette île. L'ombre ne l'a pas attaqué quand il était au plus faible. C'est la 2e fois que ça arrive, il est presque mourant et ce n'est pas là que l'ombre agit, curieusement. L'homme et la femme qu'il trouve sur cette île sont des personnages très peureux, très farouches et qui ont une peur terrible de lui, qui survivent comme ils peuvent en tuant des phoques ou des mouettes, en filtrant un peu d'eau saumâtre. Et Ged va petit à petit amadouer finalement la femme, tandis qu'il est occupé à essayer de réparer son bateau, si on peut appeler ça un bateau, pour repartir. Et vu qu'elle s'amuse comme ça à lui amener de l'eau, à lui amener des coquillages, des mollusques qu'il mange, elle se prend d'affection pour lui, alors que l'homme n'approchera jamais Ged, et elle finira donc par lui offrir un cadeau juste avant son départ. Et ce cadeau, on le verra, aura toute une importance dans la suite des aventures de Ged. Ce cadeau n'est rien d'autre qu'une moitié d'anneau, et cette moitié d'anneau provient tout simplement de l'anneau d'Eresagbi, donc comme je
disais, donc qui est un magicien célèbre qui aurait pu diriger toute l'archipel, mais qui a décliné pour partir plutôt à l'aventure, voyager d'île en île, essayer d'apporter une paix sur l'archipel, de réconcilier différentes îles, et qui finalement avait été défait par un sorcier. Suite à cette défaite, c'est là que son anneau, donc cet anneau qui est censé représenter l'ensemble de l'archipel, donc uni sous une même direction, uni sous un dirigeant sage, et manifeste finalement des troubles qui vont suivre dans l'archipel. Donc depuis, il n'y a pas eu de bonne direction sur les différents archipels, il n'y a pas eu de roi, il n'y a pas eu de roi légitime, il n'y a eu que du trouble et du désordre. Mais ça, Ged ne le sait pas pour l'instant, donc il récupère cet anneau, et ce sera tout le nœud de la suite de ses aventures, mais ça c'est pour une autre fois. Ged reprend son voyage, avec un bateau encore plus mal en point que le premier, et se remet à la poursuite de l'ombre. Il a une boussole assez particulière, sa boussole c'est la peur. Il finit par retrouver la trace de l'ombre, en se fiant ainsi aux directions, en tout cas aux lieux, à certains lieux, suivant la peur qui lui inspire. Et qu'à un moment donné, il doit s'engager comme ça, entre des sortes de récifs, et il sent quelque chose là-dedans, quelque chose plus là. Mais il se dit, dans ce cas c'est par là qu'il faut que j'aille. Et donc c'est assez drôle, parce que finalement l'ombre ne laisse pas trace derrière elle, ne laisse pas trace au sol notamment. Donc pour la pister, se fier comme ça à son instinct, se fier comme ça à ses émotions. Je trouvais ça assez à propos. Et effectivement, il ne se trompe pas. Il va donc manœuvrer avec précaution à travers la crique. Et à un moment donné, quand il arrive presque au bout, en se disant, bon, je vais invoquer un vent de magie pour, reprendre ma route. C'est là qu'en fait, que le sort se fige sur ses lèvres. En fait, il se rend compte quelque chose. Encore une fois, la présence de l'ombre et ce potentiel qu'elle a d'appeler son nom a tendance à maîtriser, à étouffer son pouvoir. Et donc, il sent qu'elle est là. Et effectivement, elle est dans son dos. Elle est sur le bateau. Elle a pris forme sur le bateau. Et il tourne du coin de l'œil, il la voit. Sans hésiter, parce que la moindre hésitation aurait été effectivement cette ouverture que l'ombre attend pour se saisir de lui, donc c'est lui qui se saisit d'elle. Il la prend des mains, ils tombent tous les deux dans l'eau glacée bien sûr, donc il coupe le souffle et l'ombre se dissipe entre ses doigts. Mais sauf qu'il y a eu contact. Il y a eu contact et quelque chose vient désormais figer ce lien qui est entre les deux, donc ils ne pourront plus se perdre de vue. Désormais, Ged saura exactement où est l'ombre et l'ombre saura exactement où est Ged. C'est comme ça qu'il le pressent, c'est comme ça qu'il le comprend. Donc il remonte comme il peut sur son bateau et repart pour trouver l'île la plus proche pour au moins se refaire une petite santé. Ce qui est aussi appréciable à ce moment, c'est que Ged se rend compte au moment du contact, il comprend enfin la futilité de cette chasse. Autant la chasse de l'ombre s'est montrée infructueuse, autant Ged, chassant l'ombre, ne peut finalement rien obtenir d'elle. C'est au moment où il la saisit qu'il la réalise. Il essaie de saisir de l'ombre. Donc ça ne peut pas marcher en réalité. Mais c'est quand il le tente enfin qu'il le voit ça. Il le dit d'ailleurs, il dit finalement ma véritable mission n'a jamais été de défaire ce que j'ai fait, mais plutôt de l'achever, de finir en fait, de finir ce qui a été déclenché. Et c'est intéressant cette réalité. Quand Ged va toucher l'ombre, il finit de façonner ce qu'il avait entamé. L'ombre va désormais prendre la forme de Ged et se balader comme ça sur les terres. Et donc les gens vont voir Ged arriver sur les terres avant même que le véritable Ged n'arrive. L'ombre devient presque une prémonition de Ged. Tout comme lui, cette nouvelle forme aussi semble paumée. Elle semble ne pas avoir de plan. Elle se balade comme ça, elle va et vient. Et donc toujours un reflet de ce qu'il est. On l'a vu, quand il attaque, elle s'évade. Quand il fuit, elle poursuit. Et ce qui est drôle, c'est que ça vaut presque aussi pour Ged. C'est-à-dire que si l'ombre prend les traits de Ged, Ged est presque, vers la fin, une ombre de lui-même. Il est complètement perdu dans ses pensées, il est dans un isolement assez terrible, il ne peut pas se confier, il ne peut parler à personne, et surtout les gens pressentent cette malédiction qui le suit. Quelque chose sur sa gueule, sur sa face, dit que cet homme est maudit en fait, et les gens n'ont pas envie d'aller le voir. Malgré tout le respect, ou la peur qu'ils ont pour les magiciens, c'est un sentiment pas ambigu, ils savent que ce magicien-là, vaut mieux le laisser passer, ou vaut mieux l'inciter à partir, gentiment mais fermement. Et donc Ged va aller comme ça de village en village, et même si effectivement la déférence qu'ils ont pour les magiciens font qu'ils vont lui donner nourriture et auberge sans trop rechigner, ils vont quand même lui faire comprendre que, vous savez, monsieur le magicien, nous avons déjà un sourcier présent sur l'île qui est très très bien, mais vraiment rien à redire. Et 2 sourciers au même endroit, vous savez, ça peut faire des histoires. Les hommes, la communauté des hommes, globalement, lui fait sentir qu'il n'est plus le bienvenu. Il devient un paria. Et quelque chose laisse présager quand même que s'il était resté comme cela, qu'on n'aurait peut-être pas eu la même conclusion comme histoire, telle qu'on comprend l'histoire en tout cas je veux dire, on se rend compte que cela ne suffit pas pour que Ged puisse confronter sereinement les conséquences de ses actes et y mettre un terme, et accomplir une sorte de fin, heureuse pour lui et peut-être pour l'humanité. Parce que là l'humanité le rejette complètement. Donc il perd quelque chose d'essentiel à sa magie, à ce qui fait de lui un humain, à son humanité donc. Heureusement que là intervient encore une fois un personnage qui l'avait aidé à se reconstruire, et qui là va l'aider encore une fois à aller de l'avant, en la personne de Vetch. C'est vraiment par hasard qu'il tombe sur le village où officie Vetch. Il apprend juste que dans ce recoin où il y a un magicien qui officie effectivement, qui est assez réputé, qui est très très bien, donc que Ged n'est plus le bienvenu, mais Ged va en avoir un peu marre. Il en a marre de ne jamais avoir de toit, d'être tout le temps en déplacement, d'être tout le temps dans le froid, sur l'océan, avec sa petite réserve d'eau et sa peur. Donc là, il se rébelle. Il dit non, je vais rester un jour de plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Il se dit je vais rester un jour de plus. Et c'est en restant un jour de plus qu'il va croiser Vetch, accompagné de sa sœur d'ailleurs. Quand Vetch le voit, la première chose qu'il fait, c'est lever son bâton en protection, donc sur la défensive. Et ça va terriblement affecter Ged, qui voit comme ça un ami se méfier de lui. Et donc il lui dira je croyais que tu me reconnaîtrais, Vetch. Et Vetch sera un peu catastrophé aussi, il viendra le prendre dans ses bras en disant oui, je vois que c'est toi, je te reconnais, mais par contre, il faut qu'on parle. Est-ce que tu étais là il y a 2 jours? Il fait non, je viens d'arriver. Bah oui, mais il y a 2 jours, je t'ai vu. Je t'ai suivi, je t'ai appelé, tu ne me répondais pas, je t'ai même appelé par ton nom, qui veut dire quand même qu'il a appelé la chose, donc il ressemble à Ged par le nom de Ged. Enfin bon, c'est un petit aparté, mais quand on apprendra à la fin que finalement le nom de l'ombre c'est Ged, il l'a presque poussé à révéler sa véritable forme. Et elle est restée sous la forme de Ged, donc c'est finalement Ged sa véritable forme. Donc ça, je trouve ça assez intéressant aussi. C'est un bon
bon clin d'œil à ce qui nous attend pour la fin. Et donc ils vont pouvoir discuter. Ged va pouvoir lui raconter tout ce qui lui est arrivé jusqu'à là. Ils vont débriefer et Vedge va comprendre que Ged ne peut pas rester. Ged doit toujours partir de l'avant, toujours poursuivre cette chose, mais qu'il ne sait pas si ce voyage a une fin. Quand se fera la prochaine rencontre avec l'ombre, quelle sera la conclusion? Est-ce que ce sera pour repartir encore vers une autre chasse sans fin? Il ne le sait pas. Et Ged est presque jaloux de la situation de Vedge. Vedge qui est resté très simple. C'est pour ça que finalement Vedge était ami avec tout le monde. Il était à la fois ami d'un châtelain comme Jasper, comme il pouvait être ami avec un éleveur de chèvres comme Ged. Vedge est très simple, se contente de très peu et vit simplement avec sa sœur, son petit frère. Il est apprécié de tous, il effectue correctement ses missions, il en est très content. Et donc Ged se rend compte que c'est ça la vie dont il a toujours rêvé. Une véritable vie d'homme, ou au moins une liberté de voyager, de voir des îles, de découvrir des endroits magnifiques. Et ça, il ne peut pas le faire aujourd'hui. Il a finalement acquis du pouvoir pour être moins libre que le premier pêcheur venu, qui lui au moins peut aller d'une ville à l'autre, faire sa visite et dormir tranquillement la nuit venue. L'homme puissant qu'il est devenu est très frustré. Il vit plus mal que le premier vagabond venu. Et donc là, il y a une ironie qui ne lui échappe pas. Et c'est pour ça que la proposition de Vedge par la suite va être encore plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va lui proposer de l'accompagner dans cette quête. Donc Vedge est prêt à laisser tout ce qu'il a construit là. Vedge a été sage, lui, n'a pas été se battre. Il a d'ailleurs même essayé d'empêcher Ged de faire cette connerie. Quand il a vu poindre ce conflit avec Jasper, il a voulu y mettre un terme. De manière assez honnête en plus, en tant qu'ami. Animé juste de ce sentiment d'aider celui qu'il considérait comme tel. Et donc lui, innocent de tout cela, ayant même essayé donc de l'empêcher, doivent en subir les conséquences, ça Ged ne l'accepte pas. Il lui dira non, Vedge, non, je n'accepte pas. Je ne vais pas partager ce malheur avec toi, je vais l'assumer tout seul, je repartirai dès demain tout seul, je n'aurais même pas dû m'arrêter là. Là, Vedge a une réponse qui fait sens, parce que si Vedge est un bon magicien, c'est ça aussi la différence entre le magicien et le sorcier, le magicien va au-delà de sa simple condition. Il ne s'arrête pas à son service, il ne s'arrête pas juste à se mettre en certain confort et vivre comme ça tranquillement pour le reste de ses jours. Il a une vision plus générale de la chose, surtout une vision de la balance, ou tout simplement une vision d'empathie vis-à-vis de l'humanité. Cette menace qui pèse sur Ged ne pèse pas que sur Ged, elle pèse sur toute l'humanité. Si Ged devient un Gebeth, vu le pouvoir auquel il a accès, donc le pouvoir auquel aurait accès le Gebeth, ce serait une force de nuisance terrible. Et c'est l'archipel tout entière qui en pâtirait. On verra d'ailleurs dans un autre récit, donc toujours des aventures de Ged, que l'action d'un simple magicien aura pour effet d'atteindre l'humanité tout entière, mais aussi les dragons, l'équilibre en fait, globalement. Vedge lui dira, la fierté a toujours été ton maître. Là, en refusant donc de l'aide, encore une fois, donc Ged est toujours fier quelque part. Et là, en voulant se sacrifier, tout seul comme un grand, et en refusant donc l'aide qui lui est proposée, c'est aussi faire acte quelque part de fierté, même dans le sacrifice. Et il ne comprend pas que là, la chose lui dépasse. Il n'a pas accepté ou à refuser en réalité, parce que le danger le dépasse, comme j'ai dit. Parce que d'une part, il décide comme ça de se sacrifier pour les autres et de leur imposer ce don de soi. C'est ça sa fierté. Et il ne se rend pas compte que quelque part, qu'un témoin à ce qui va se passer pourrait être une chance de survie aussi pour l'humanité, pour la suite. On se rappelle toute la peine qu'il a eue à trouver des informations sur l'ombre, sur cette chose, sur cette manifestation. Il n'y avait que des on-dit, avec des témoignages approximatifs qui se contredisaient. Donc si là, il est amené à perdre, donc s'il disparaît avec ses recherches, il disparaît avec ses connaissances. Et d'autres avant lui ont dû faire la même erreur, parce qu'on sait qu'il y a eu d'autres cas de Gebeth. Et il n'y a aucune trace de tout cela. Un témoin comme Vedge, c'est une chance inouïe. Parce que tous les cas qu'il a pu consulter avec des mages comme ça impliqués avec des cas d'ombre, vu qu'on n'a pas une narration aboutie de ces histoires, ça veut tout simplement dire que ça s'est à chaque fois soldé par des échecs. Un témoin qui pourrait raconter ce qui va se passer, ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, que Ged perde ou gagne finalement, ce n'est pas quelque chose qu'il peut refuser. Pas en tout cas s'il pense servir l'humanité. Et ils ont beau comme ça faire le tour un peu des différentes stratégies qu'ils pourraient adopter, ça revient toujours à la même chose, il faut trouver le nom de l'ombre. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc ils vont préparer leur départ, et c'est la sœur de Vedge, donc Yarrow, qui leur prépare de la nourriture pour la route, qui va entretenir comme ça Ged de questions. Donc allez le sonder, et ce qui sera une façon pour nous d'en savoir un peu plus, encore une fois, sur le fonctionnement de la magie. Dans les échanges qu'ils ont, il y a surtout un point qui m'intéresse beaucoup, c'est quand il lui demande, mais vu que vous êtes des magiciens, enfin là elle est occupée en fait à leur faire des gâteaux pour la route, elle leur dit, mais pourquoi vous n'invoquez pas juste des gâteaux sur votre bateau et puis vous êtes tranquille quoi. Et Ged lui dira que justement invoquer quelque chose qui n'est pas là, le créer de toutes pièces, dans le vide, c'est quelque chose de terrible, c'est déjà un grand pouvoir, et c'est effectivement un trouble absolu de l'équilibre. Ce n'est pas une chose donc qu'on transformerait, qu'on prendrait telle quelle, qui existe déjà, qu'on transformerait pour en faire une autre, c'est vraiment la faire sortir de rien. Et là, il lui demandera, ce que je trouve assez intéressant, mais quand vous invoquez la lumière, elle n'est pas là souvent, vous êtes dans un lieu sombre et tout d'un coup vous invoquez la lumière. Est-ce que ce n'est pas la même chose alors? Et là, il partira sur tout un laïus expliquant donc la différence avec ce qu'est la lumière, qui n'est pas une chose en soi, mais une chose au-delà, en fait, une chose qui a à la fois le temps et l'espace, qu'en appelant, on ne fait que révéler finalement à travers les lieux. Donc c'est une longue discussion qui est assez maladroite de sa part, elle est assez obscure, donc elle ne comprend pas tout, et nous on se met à sa place à elle, on ne comprend pas non plus, parce qu'il conclut en disant que souvent, effectivement, quand un magicien fait appel à une chose qui n'est pas là, bah cette chose n'est qu'illusion. Il dit, ah oui, mais ton bateau là avec lequel t'es arrivé, ce bateau ne devrait pas flotter, tu as réussi à le faire flotter jusqu'ici. Et il dit, ah oui, mais ce n'est pas tout à fait pareil, j'avais quand même de la matière première sur ce bateau et je n'ai fait que la lier pour en faire d'apparence quelque chose qui finalement flotte en réalité. Donc ce n'est pas un sort de transformation que j'ai fait, mais c'est un sort de liaison qui est peut-être plus facile à faire. Donc tout cet échange avec finalement la sœur de Vedge n'est qu'à notre attention, c'est vraiment pour nous révéler de plus en plus le fonctionnement, principe même de la magie. Même si je pense que la présence même de cette magie sur cet univers fait que les protagonistes vont parfois se trouver dans des situations où on pourrait se dire, oui mais d'accord, mais pourquoi ils n'utilisent pas tel sort ou tel sort?
Et il n'y a pas de réponse forcément à cela. Il y a toute une aventure où Ged est emprisonné dans un sous-sol. Il sait qu'il y a des ouvertures au plafond notamment. Et je me dis que si Ged peut se transformer en faucon, qu'est-ce qui l'empêche de se transformer en mouche pour passer à travers les ouvertures? Donc ce n'est pas très clair. Bon, il se trouve qu'à ce moment-là, il est dans un lieu où règne aussi une puissance obscure telle qu'on a pu le voir là avec la pierre. Et on sait que dans ces lieux-là, il est démuni. C'est d'ailleurs comme ça qu'Eret Agbi a été défait par ce sorcier. Il l'a mené dans un lieu où une puissance autre régnait. Donc ce qui a affaibli le magicien. Et donc au terme des préparatifs, Vetch et Ged sont prêts pour prendre le bateau. Donc le nouveau bateau que Ged a pu acquérir, du nom de Lukfar, regard au loin, je traduirais, qui sera désormais son fidèle compagnon à travers les différents récits de terre et mer. Ce bateau va presque développer une intelligence propre à sa façon pour parcourir les eaux, pour bien se positionner, etc. à force de naviguer justement avec un magicien, et comme si elle développait elle-même sa propre magie. Vetch et Ged vont donc se mettre en route vers le sud, tous deux donc sur ce bateau Lukfar, et pour seule boussole, donc l'intuition de Ged. Vetch ne va pas tant le questionner, par exemple quand il voudra invoquer un léger vent pour pousser le bateau, Ged lui dira non, qu'il ne vaut mieux pas. C'est comme si finalement il fallait se laisser emporter par un flux naturel des choses qui allait dans tous les cas l'amener là où il doit finir. Vetch le contestera pas souvent, mais il posera quand même des questions de temps en temps. Est-ce que tu es sûr? Il le dira au moins une fois, il me semble. Et Ged lui répondra tout simplement, est-ce que l'aiguille est sûre de la position de l'aimant? C'est une façon de dire qu'il est attiré vers quelque chose et qu'il n'a de toute façon aucune emprise là-dessus, qu'il ne fait que suivre. Mais à cette réponse, un autre doute viendra à l'esprit de Vetch. Mais est-ce que ce n'est pas un piège qui les attend? Cette quête est impossible parce qu'ils vont aller vers le sud, mais au sud du sud, là où aucun bateau n'est jamais allé. C'est-à-dire que l'archipel, il y a ce qu'on va appeler les dernières îles. Et au-delà, ce n'est que la mer. Personne ne va par là. Et donc c'est assez intéressant de se rendre compte que dans la fatalité du moment, Ged se rend compte que ce rendez-vous va se faire quoi qu'il advienne. Maintenant que lui et l'ombre sont liés et d'une certaine manière condamnés. Et il adopte comme ça un côté très aller avec les événements, aller avec le flux. Ce qui fait un peu penser à Oguyon, il devient presque un grand mage parce qu'il n'utilise presque plus ses pouvoirs à la fin. Il se laisse guider par les éléments et c'est comme s'il avait appris enfin la grande leçon de Guyon. Se laisser emporter par la nature. Le vent qui souffle sur le bateau n'est pas un vent de magie qu'il invoque, c'est le vent d'une nature inéluctable qui le dépasse. Et pourtant, même dans ses passivités, il y a de l'action parce que s'il n'agit pas, il risque aussi de perdre de vue la chose qu'il suit et donc de se perdre à nouveau. Par moments, il se hâte et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'à ce dernier endroit, à cette conclusion proche de l'histoire, il y a encore une balance à trouver entre le faire et ne pas faire. Et donc il navigue vers le sud, il navigue à travers les mers turbulentes, il navigue toujours vers des terres inexplorées, méconnues. Ils vont arriver sur une dernière île, l'île d'Astowel, et les habitants de l'île ne sont même pas impressionnés par le fait que ce sont des magiciens. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un magicien de toute façon, mais ils sont impressionnés par le fait qu'ils ont tous les deux des bâtons, donc ils ont du bois. Et rien que cette quantité de bois, Ged a notamment donc un bâton d'if, ça leur semble extraordinaire en fait. Ils aimeraient bien mettre la main dessus, non pas pour le pouvoir magique que ça, mais juste pour sa qualité de bois. Donc ils en sont là pour dire à quel point ils se sont éloignés des terres, et là ils vont poser la question, qu'est-ce qu'il y a au sud? Parce que Ged sent que c'est toujours au sud. Donc Vetch va quand même poser la question, qu'est-ce qu'il y a par-delà votre île? Et là, les villageois lui diront, il n'y a plus rien en fait. Et Ged dira, non, il y a quelque chose qui nous attend de l'autre côté. Et autant les villageois ne connaissent rien au monde, autant ils connaissent leur île, ils connaissent leur territoire. Donc ils diront, non, il n'y a rien au-delà. Et à ce moment-là, Ged va presque hésiter. Si ce rendez-vous, c'est vers la mer sans fin, peut-être qu'effectivement c'est un piège, mais surtout il semble s'en remettre aux villageois, leur faire confiance, et donc il perd un moment. Il reste peut-être un soir de trop. Donc cette délégation finalement de la décision, ce moment où il choisit de faire confiance à d'autres, par facilité, aussi peut-être par désir d'être rassuré, ça risque presque de lui coûter très cher. Il risque encore une fois de perdre la chose. Et j'aime beaucoup cela, j'aime beaucoup cet aspect où, même à la toute fin, la moindre faiblesse dans sa volonté risque de lui coûter gros. Donc il va se précipiter, il va réveiller Vetch en catastrophe, il va dire il faut qu'on parte, je la sens de moins en moins. Elle est en train de se perdre, elle est en train de m'échapper, je vais la perdre et donc je serai perdu. Il faut y aller. Donc il faut se dépêcher de prendre leur bateau et de reprendre la mer. Et cette fois-ci, plus ils vont avancer, plus Ged semble se renfermer en lui-même. Nous ne sommes plus dans son esprit, nous ne sommes plus dans ses pensées, nous n'accompagnons plus. Nous sommes avec Vetch désormais, nous ne pouvons qu'observer la mine grise et renfermée de Ged, qui ne partage pas ses pensées, qui ne partage pas ce qu'il mine. Ged est à partir de ce moment-là d'autant plus réduit à ne rien faire. C'est-à-dire qu'il n'existe même plus, il n'existe quasiment plus pour nous, lecteurs. En tout cas, on a perdu cette intimité qu'on avait établie avec lui dès le début de son histoire. Nous sommes dans le même bateau que Vetch, finalement, nous nous contentons de l'accompagner. Et plus il s'avance vers la mer, d'ailleurs, plus Vetch prend peur. Ils arrivent à un endroit tellement éloigné de leur terre de naissance qu'ils n'ont quasiment plus aucune magie à l'œuvre ici. C'est à peine s'il peut appeler le vent, c'est à peine s'il peut parler aux poissons pour les pêcher facilement, c'est à peine s'il peut calmer l'eau. Leur magie s'amenuise au fur et à mesure. En tout cas, la magie de Vetch s'amenuise au fur et à mesure. Je rappelle encore une fois comme ça que la magie prend aussi racine sur des territoires connus, sur une certaine familiarité des lieux. Et là, ils sont dans le parfait méconnu. Et c'est pour ça que c'est une drôle d'histoire. C'est en réalité de la low fantasy. Et pourtant, on a des magiciens, on a des choses comme ça, mais on est quand même dans un royaume qu'on semble reconnaître. On est dans des
territoires avec des pêcheurs. On a quelque chose de très terre-à-terre finalement, mais tout cela est dominé par une grande magie. On pourrait aussi basculer dans de la high fantasy. C'est-à-dire que cette magie n'a rien à envier à celle de Gandalf. Il y a quelque chose de terrible, de très puissant dans la magie, elle est présente partout, mais ces règles même, les règles même de cette magie font que son utilisation est très rare, très pesée, et quand elle est extraordinaire, quand elle est magnifique, elle ne l'est presque pas. On se rappelle d'ailleurs que l'acte qui fait la célébrité d'Ogion, ce grand magicien, c'est justement d'avoir calmé un tremblement de terre. Donc finalement, il n'y a pas de manifestation de cette magie. Il y a plutôt une non-manifestation d'un événement tragique qui trahit donc ces puissantes magies. Et c'est pour ça que je trouve que c'est finalement un univers hybride en réalité. On est vraiment dans du low fantasy hybridé à de la high fantasy, mais high fantasy qui se fait discrète. Et là justement, Wedge va être témoin d'un acte de magie extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont accoster sur un rivage. En pleine mer, une magie puissante a réussi à transformer donc une bonne partie de l'océan en une sorte de petit continent. Et cette magie dans un territoire aussi, comme je disais tout à l'heure, aussi méconnu, aussi sauvage, est littéralement incommensurable. Et pourtant, ce n'est pas si impressionnant que ça. C'est juste la terre au milieu de l'océan. C'est impressionnant sans l'être, c'est grandiose, mais ce n'est pas magnifique, ce n'est pas épique non plus. C'est pas Gandalf qui fait écrouler le pont de Khazad-dûm, c'est juste une anomalie géographique. Voilà. Et donc effectivement, il tombe sur un rivage. Et là, il y a de la terre, donc Wedge pensera au départ que c'est une illusion, mais déjà, même en tant qu'illusion, ce serait une illusion assez extraordinaire. Et il dira les mots qui sont censés révéler, provoquer en tout cas un soubresaut, un frisson dans l'illusion, au moins qu'on arrive à cerner que tiens, cette chose ne semble pas aussi tangible qu'elle ne le laisse paraître. Et finalement, non. Ce territoire semble être une réelle, une littérale transformation. Wedge va rester sur le bateau, tandis que Ged va descendre pour partir à la rencontre qu'il attend. Ged va donc s'acheminer comme ça sur le sable vers le centre des terres, et effectivement, à un moment donné, l'ombre va venir vers lui. L'ombre va s'approcher, elle va prendre diverses formes. Elle sera le père de Ged, puis ensuite elle sera Jasper, elle sera Peshvari, tous ces gens qui ont eu une importance dans son histoire, dans sa construction. Et on pourrait même se demander, est-ce que ce sont finalement des formes que l'ombre crée pour reproduire chez Ged, en fait, des animosités, pour le troubler, pour l'amener peut-être vers des émotions, à l'image un peu des émotions qui ont acté sa naissance. Ou est-ce qu'en fait, ce sont les manifestations de ce qu'elle est, finalement. Une sorte de cumul comme ça, de tout le passif de Ged, de toutes ces émotions, de tous ces personnages qui l'ont fabriqué, qui l'ont construit. Je suis peut-être plus convaincu par la première version, je pense que c'est la dernière stratégie de l'ombre pour déstabiliser le magicien. Elle semble bluffer d'ailleurs à un moment donné en prenant une forme incroyable comme pour tout envelopper, exactement ce qu'elle a fait la première fois, qu'il l'a confronté dans l'eau, comme pour essayer une dernière fois peut-être de le faire frémir, hésiter, reculer, ne serait-ce que d'un pas. Mais Ged ne flanche pas. Il va lever son bâton et avec un mot de dispersion va réussir à obliger l'ombre à reprendre sa véritable forme, donc une forme plus petite et toujours son visage. Et enfin les deux vont se rencontrer, vont se faire face et vont se nommer en même temps, au même moment, en disant tout simplement Ged. Et c'est à ce moment-là que lumière et ténèbres ne font plus qu'un. Ged nomme l'ombre. Alors on ne sait pas si Ged nomme l'ombre et se l'approprie, en lui offrant un nom, en le nommant, on verra c'est une action qu'il fera souvent, donner un nom comme acter la renaissance de quelqu'un par exemple, et donc se faisant prendre le dessus, comme tout magicien détenant le nom d'une chose à ce moment-là, ou la reconnaît-il comme étant une part de lui, et cela réconcilie. L'ombre m'apparaît concrètement comme le pressentiment de la mort de Ged, venant d'ailleurs du monde des morts, on l'a vu. Et là c'est comme s'il se faisait à cette idée, c'est comme s'il acceptait sa mort, et sans doute qu'à partir de là il ne poursuivra plus l'enfant dont il refuse la mort, tout comme il ne poursuivra plus l'obscurité de ses ambitions. L'équilibre est à nouveau atteint. Ged et son ombre ne font plus qu'un. Ged et ses mauvais sentiments, Ged et sa mort, Ged et son alter ego maléfique. Ged est finalement la personnification de ses peurs et de ses erreurs. Ged est à nouveau complet. Ombre et lumière fusionnent et le sable devient ce qu'il a toujours été, donc le sable devient mer. Wedge, qui avait un peu commencé à s'aventurer sur cette terre, finit dans l'eau. Donc il va nager comme il peut jusqu'à remonter sur le bateau et il va avoir un terrible doute parce qu'il croit que Ged a perdu. Car pour lui, et cette incompréhension c'est celle que Ged avait depuis le départ, c'est que la victoire ne pouvait être que le rayonnement victorieux du blanc sur le noir. Sauf que là, le ciel est gris. Et nous on a compris que ce gris n'est que la réconciliation, très élémentaire, du noir et du blanc. Bon. Donc Wedge finit par apercevoir le corps de Ged au milieu de l'océan. Il va réussir à le repêcher, mais il va rester sur son quant à soi, il va l'observer, parce qu'il ne sait pas finalement s'il a affaire ou non au Gabest. Est-ce que l'ombre a fini par l'emporter sur son ami et possède à cette heure-ci son compagnon? Et là, il a une idée en tête, tout dépend des premiers mots qu'emploiera Ged à cet instant. Et Wedge est vraiment comme ça sur le qui-vive, en fait, prêt à retourner le bateau s'il faut, et il attend. Il attend les premiers mots de Ged, mais Ged est encore un peu sous le choc. Il prend le temps peut-être d'assimiler ce qu'il est, de comprendre que c'est enfin fini, donc c'est une grosse nouvelle pour lui, et quand enfin il va parler, c'est pour rire et pleurer en même temps. Sa blessure est guérie, il est entier, il est libre, l'équilibre est rétabli. La lumière et l'obscurité se rencontrèrent, se joignirent et ne firent qu'un. La blessure est guérie, je suis entier, je suis libre. Ged n'avait ni perdu ni gagné, mais en nommant l'ombre de sa mort, de son propre nom, il s'était rendu entier. Un homme qui, connaissant son véritable soi dans son intégralité, ne peut être utilisé ou possédé par aucune autre force que lui-même. La vie est donc vécue pour elle-même et jamais au service de la ruine, de la douleur, de la haine ou de l'obscurité.
J'aime bien le fait qu'il fallait effectivement comprendre que l'ombre n'était pas quelque chose qui sortait de Ged. Ce n'était pas quelque chose qui avait été produit par Ged. C'est quelque chose qui se confronte à lui comme une réponse à ce qu'il a apporté dans le monde, à ce qu'il a déversé dans le monde. Et ce n'est qu'au moment où il se réconcilie avec cette erreur qu'il peut réparer le mal. Pas tant qu'il essaie de le fuir, d'y échapper ou de le détruire ou de l'effacer, comme pour revenir à un avant l'ombre. Et ce n'est pas aussi manichéen si on veut. Dans la quête donc du Seigneur des Anneaux, ce qu'il faut avant tout, c'est détruire le mal. Il faut détruire l'anneau, détruire Sauron et on efface tout. L'instabilité qu'on avait à travers le monde, tout semble réparé. Bon, bien sûr, reste Saruman qui fout la merde dans un coin replié chez les hobbits, mais sinon, globalement, le mal est une entité à détruire. Même si je simplifie un peu, ce n'est pas aussi sommaire quand même, mais c'est moins nuancé. Et dans cette histoire, ce que j'aime beaucoup, c'est cela, c'est cette nuance en fait de ce qu'on va nommer l'ennemi. On se cherche un ennemi, on essaie de le créer à tout prix, on cherche quelque chose à détruire. Mais ce faisant, notre héros ici fabriquait quelque chose de plus en plus puissant. Il nourrissait de plus en plus ces choses et il en faisait quelque chose de terrible, de tragique. Et tenter cette réconciliation, ça c'est un message qui me parle plus et qui, par exemple, si on reste toujours dans ce comparatif avec le Seigneur des Anneaux, aurait été terrible en fait. Se dire que non, malgré tout ça, malgré tout l'effet de Morgoth, malgré tout l'effet de Sauron, malgré tout l'effet de cette créature de feu qu'est le Balrog, on va essayer de les comprendre. Qu'il y a une tentative de discussion, qu'il y a une tentative de cerner les attentes de chacun, de comprendre ce qu'est l'autre, pourquoi il est comme ça par exemple, et d'arriver à autre chose que cette destruction finale. Bien entendu que ce n'est pas possible avec un ennemi aussi obscur, aussi ténébreux que Sauron, tel qu'il est construit. On a très peu d'échanges avec lui, on a très peu de dialogue construit autour de lui, on a très peu de moments où on l'entend justifier ou en tout cas expliquer ce qu'il essaie de construire. Il veut faire le mal parce qu'il est méchant, voilà, c'est tout. Et c'est pour ça, dans une certaine mesure, que je préfère, malgré la haute estime que j'ai effectivement pour le Seigneur des Anneaux, je préfère littéralement quand même les histoires d'Earthsea. Il y a quelque chose de toujours plus profond dans ce que devient ici ce magicien. Donc comment on le suit, et surtout le dérisoire presque de son aventure. Ce n'est qu'un magicien. C'est une épopée terrible là qu'il a traversée, qu'il a tissée, et finalement on nous apprend que quand cette histoire est racontée telle qu'elle est là, elle a fini par complètement disparaître, elle a fini par être complètement transformée par les différents narratifs, et que finalement on ne comprend même plus en fait l'origine de l'histoire. Que l'histoire est racontée non plus avec la présence de l'ombre, mais plutôt comme la découverte de territoire, ou en tout cas que la légende accomplit son acte premier, c'est-à-dire transformer les choses, qu'avec le temps, le magnifique dans cette histoire finit par se dissiper, par se dissoudre, chacun se l'accaparant à sa façon pour en faire l'histoire qu'il a envie de raconter. Et donc en fait, l'histoire de Ged se noie dans l'histoire pour n'être qu'une anecdote, alors que là, le destin de l'humanité tout entière était en jeu. Et donc j'aime beaucoup cette conclusion qui vient complètement annuler tout ce qu'a vécu le héros. Parce qu'il n'est que cela finalement, il n'est qu'un héros. Ça rappelle un peu nos hobbits qui reviennent à leur village, et en fait, rien n'a changé, on les considère toujours de la même façon, parce que ce qu'ils ont fait échappe complètement à l'art contemporain. Donc voilà, je ne peux m'empêcher souvent de comparer ces deux histoires. Ce sont effectivement, si je dois citer quelques livres de chevet en termes de fantasy, on aura effectivement Le Seigneur des Anneaux ou Les Magiciens de Terre et Mer. Donc je ne peux m'empêcher souvent de les comparer, mais chacun effectivement a ses qualités dans ce qu'il présente. Je n'ai pas voulu non plus donner une dépréciation trop poussée de ce qui se raconte dans Le Seigneur des Anneaux, mais je tiens à souligner quand même que ces histoires qui sont beaucoup moins connues d'Ursula K. Le Guin n'ont rien à envier en réalité à l'œuvre de Tolkien. Et j'espère qu'on pourra justement aboutir à l'adaptation qui a été faite donc par les studios Ghibli, pas par Hayao Miyazaki mais par son fils, Goro Miyazaki il me semble, parce que dans cette œuvre on a un essai donc de condenser tout cela dans une traduction visuelle, dans une animation, finalement condenser une grosse épopée dans un seul film. Donc c'est un challenge qu'il s'est lancé, il a essayé, voilà, donc le résultat n'a été apprécié ni par son père ni par Ursula K. Le Guin à certains égards, mais moi je trouve ce travail remarquable, donc j'espère qu'on arrivera à cela pour faire un peu le comparatif, mais vu qu'il couvre plusieurs histoires dans une même animation, on est obligé de parler donc des deux autres romans principaux d'Ursula K. Le Guin qui font suite donc au Magicien de Terre et Mer pour voir un peu le paysage global et voir un peu ce qu'il a essayé de construire dans sa narration à l'image. Effectivement, il va falloir faire des choix. L'aventure qu'on vient de vivre ici, si on ne cède pas de voix off tout le temps, visuellement parlant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent parce que comme je l'ai dit, en fait, les actes de magie sont très ténus. Ils sont puissants mais ténus en même temps. Donc, regardez le grand magicien qui a empêché un tremblement de terre. C'est génial quoi. C'est l'équivalent de dire, regardez le grand magicien qui a fait que la mer est calme aujourd'hui. Bah oui, mais quand on regarde, la mer elle est juste calme en fait. On se rend pas compte qu'il y a une tempête qui aurait pu se déchaîner autrement. Donc c'est ça qui est contradictoire finalement. Donc c'était un challenge à animer cela comme histoire. Il y a beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent avec le Seigneur des Anneaux. Je reviens encore une fois sur le pont de Khazad-dûm. Voilà, c'est une scène magnifique, c'est épique en fait. Donc ça à animer, il y a aucun problème. Sous la forme d'un film, d'un média d'image, il y a aucun problème. Là, on a quelque chose de plus subtil, de plus sobre, et je trouve que le défi que s'est donné Goro Miyazaki est quand même conséquent et mérite au moins un minimum d'appréciation de ce qui a été fait, quoi. Donc voilà pourquoi j'apprécie quand même sa petite animation et j'espère qu'on arrivera donc à en parler vers la fin.